Bonjour à tous, on va commencer sur les consignes de Marion. Je suis vraiment ravi d'être ici, déjà parce que je suis ravi d'échanger avec vous tout court, et qu'on a entendu depuis ce matin pas mal de choses qui font écho à des convictions que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je suis doublement ravi. Rapidement, je suis Romain André, donc après une bonne grosse quinzaine d'années à accompagner des clients opérationnellement dans leurs projets, notamment e-commerce, je dirige aujourd'hui le groupe Synolia, qui est un groupe qui a été fondé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant sur des convictions et des expertises liées au e-commerce. Donc ça, je vais vous le présenter aujourd'hui. C'est-à-dire comment on accompagne des clients à vendre en ligne, pour faire simple. Des sujets, tout ce qui a trait au CRM, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la gestion de la relation client, quel que soit le point de contact. Et puis, comme on est dans des projets informatiques, tout ce qui a trait à la data, c'est-à-dire comment on construit des référentiels de données, que ce soit du lead au client, du produit à la commande, tout ça pour s'assurer que la donnée, elle existe, elle est juste, elle est fiable, elle se diffuse dans les écosystèmes, et ça, que ce soit dans un usage interne pour mes collaborateurs, qu'on la traduit en information, mais aussi à destination de tout l'écosystème de vos partenaires, que ce soit distributeurs et fournisseurs. Je disais groupe parce que depuis un peu plus de 24 mois maintenant, on s'est enrichi de compétences et de nouvelles marques avec notamment W3 Lead, qui est notre agence spécialisée sur Shopify, et Blackbird, qui est notre agence strasbourgeoise et qui nous fait l'honneur de l'organisation de cet événement et de cette matinale. Et aujourd'hui, je fais face à plusieurs défis dans cette salle. Le premier, c'est de vous faire un peu oublier que ça fait un peu plus de 2h30 pour certains qu'on est dans cette salle sombre, bien chauffée, et à l'approche de l'heure du déjeuner. Donc je vais essayer de vous faire oublier la faim, et tout ça en 30 minutes et avec un sujet qui est assez important à mes yeux, c'est-à-dire que non, malheureusement, la solution e-commerce idéale, eh bien, elle n'existe pas. Spoiler alerte. Donc, je suis contraint un petit peu de refaire un historique. Je ne vais pas vous abrutir de chiffres, mais aujourd'hui, on fête les 30 ans du e-commerce aujourd'hui. Depuis, je ne sais pas si tout le monde a cette information, mais depuis la première transaction, en tout cas ce que la légende raconte de cette vente de CD de Sting pour 12,68 $ en 94 sur une plateforme qui s'appelait NetMarket. Et puis je vais aller très vite, hein. Le but c'est pas de vous faire un cours d'histoire du e-commerce, mais la création des pionniers, Amazon l'année suivante quand Amazon n'était qu'un grand libraire international, la fondation de PayPal, pendant qu'on était sur les Champs-Élysées à fêter la Coupe du Monde, PayPal était fondé dans un garage en Californie. Tout ce qu'on a connu depuis, qui a complexifié un petit peu la donne avec tous ceux qui se sont lancés, la peur de toutes les marques, les marchands, de surtout pas vendre en ligne parce que ça allait froisser le réseau de distribution. Apple, qui nous a permis d'être dans la poche depuis 2007 avec l'iPhone, dans la poche de tous les consommateurs, et de créer tout ce qui allait s'appeler m-commerce, application mobile, et puis PWA pour un peu plus récemment, qui a transformé la donne et qui a apporté encore plus de complexité, de maturité et de touchpoints avec le consommateur final. En 2014, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, donc l'avènement des marketplaces, toujours Amazon, son programme Prime, Alibaba, Etsy, qui permettait à n'importe quel artisan de vendre à travers le monde, et ça moyennant une petite commission. Et puis, et surtout à l'heure où Chine et AliExpress n'existaient pas encore. Et puis toute cette maturité qui a fait qu'on a exploité tous ces outils pour se dire qu'aujourd'hui, à l'ère de l'ultra-personnalisation, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est logique de contenu génératif, on arrive à quelque chose de très complexe, de très mature, autant pour vos utilisateurs et collaborateurs que pour vos clients qui attendent qu'on leur adresse un message personnalisé et non plus le même message qu'à tout le monde. Tout ça fait qu'on est passé de 12,68 $ à un peu plus de 6 000 milliards aujourd'hui de chiffre d'affaires en ligne à l'échelle mondiale. C'est un peu plus de 175 milliards en France, quand on s'attache au commerce de détail. Dit autrement, c'est 1 € sur 9 aujourd'hui qui est dépensé en ligne pour le commerce de détail, c'est-à-dire en B2C, et qu'on estime une manne financière entre 300 et 400% supérieure en B2B. Pourquoi on est flou sur les chiffres? C'est parce que les transactions, elles sont parfois et même souvent passées hors système. Donc on n'a pas forcément la data très précise autour de ça, mais voilà, pour vous donner le sentiment qu'aujourd'hui, vendre en ligne n'est plus une option, et c'est forcément un canal à exploiter pour chacun d'entre vous, en tout cas chacun des marchands. Et que dans le même temps, on a vécu une transformation technologique. On est passé d'une plateforme, un monolithe, ce qu'on a appelé pendant longtemps sous ce terme, c'est-à-dire une plateforme
qu'adresser toute la chaîne de valeur, lead, client, produit, commande, stock, prix, retour, remboursement, en tout cas une solution, un nom, un logo qui allait pouvoir adresser l'intégralité de la chaîne et faire que on était capable de vendre en ligne et de développer une activité e-commerce. Et puis, si j'ai été assez pertinent sur la chronologie précédente, une ère où les maturités se sont retrouvées poussées un peu plus et toujours un peu plus avec des attentes de vos consommateurs, de vos collaborateurs qui travaillent dans ces outils 8 heures par jour, et qu'on a vécu ce qu'on peut appeler une certaine atomisation de la plateforme e-commerce, c'est-à-dire qu'on a décommissionné des briques métiers, des usages, pour en faire des briques dédiées. C'est comme ça qu'on a parlé de RP, évidemment, sur les considérations logistiques. C'est comme ça qu'on a parlé de PIM sur toutes les considérations de gestion de catalogue. On parle de DAM pour la gestion des assets numériques. On va parler de marketing automation. On va parler de toutes ces briques qui vont enrichir la plateforme, ou en tout cas aller plus loin sur des briques métiers dédiées. Et puis, jusqu'à atomiser la structure même de la plateforme e-commerce. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des services de merchandising, des services de recommandation, des services de personnalisation qui allaient permettre à ma plateforme de se concentrer sur son métier, vendre, et de travailler ensuite avec des outils qui sont dédiés à des usages très particuliers et beaucoup plus avancés, puisque c'était leur métier, au-delà d'être le couteau suisse qu'on avait dans le monolithe. Et puis ça, pour les plus matures, on a fait ça à l'échelle du commerce B2C, puis du commerce B2B, puis on l'a fait en boutique, on l'a fait dans mon réseau de distribution, on l'a fait pour les marketplaces. Et on s'est retrouvé avec un univers, une galaxie de tout un tas de petits écosystèmes, avant de se rendre compte que des outils de merchandising, on en avait 1, 2, 3, 4, une plateforme e-commerce, même chose, un ERP, peut-être plusieurs, et je ne vous parle même pas de tous ces groupes qui sont fondés par croissance externe et qui ont vécu toute cette logique-là, mais de manière décuplée. Et on est aujourd'hui à l'ère de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on est dans ces problématiques face à des volontés d'architecture connectée, c'est-à-dire le choix d'outils, le choix d'écosystèmes, la définition de process qui ne vont pas servir le canal e-commerce B2C, mais qui vont servir l'intégralité de la chaîne de valeur et de l'activité commerciale de mon groupe, de ma société et de mon activité au global. Est-ce que je vous perds jusqu'à présent? Ok, bon, très bien. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cette introduction, c'est que le e-commerce est devenu un canal de vente comme les autres, et que le choix d'outils, au-delà d'aller vers le soutien de mon activité e-commerce, il est évidemment sur le soutien de mon activité commerciale dans une optique de faire travailler les gens ensemble, de mutualiser les investissements et de rationaliser tout ce qui peut l'être à l'échelle de mes investissements et de mon organisation. Et dans le même temps, parce que ce n'était pas suffisamment complexe, on a des acteurs qui sont devenus de plus en plus gourmands. Les acteurs historiquement B2C sont devenus évidemment B2B, l'inverse a été vrai aussi. On a des nouvelles solutions qui sont fondées, on a des stacks techniques qui ont été choisis, on a des logiques, open source, SaaS, pardon, j'y reviendrai. En tout cas, il n'a jamais été aussi complexe de choisir une solution e-commerce, parce qu'on est face à un catalogue qui est de plus en plus riche, et que se tromper, puisqu'on n'est plus en train de servir mon activité e-commerce, mais bien l'activité commerciale de mon entreprise, elle n'a jamais eu autant d'impact et elle n'a jamais été aussi risquée. Donc ce que je vais vous présenter sur les slides suivantes, c'est surtout une méthode, une logique, un questionnement, en tout cas ce qui est cher à nos yeux, pour définir la bonne plateforme dans une logique qui se veut pragmatique, rationnelle, et qui ne va pas chercher un logo, mais qui va chercher la bonne plateforme à vos yeux. Parce que sinon, une fois que j'aurais mis la première plateforme en ligne chez un client, j'aurais juste à la répercuter chez tous les autres et ça fonctionnerait. Et là aussi, spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces piliers-là, je vais vous les présenter sur les slides suivantes, pour arriver à votre échelle à se poser les bonnes questions et à définir la plateforme, la construire, l'orchestrer et pas seulement la choisir. Et le premier point, il peut paraître évident, peut-être que pour certains j'enfonce des portes ouvertes, mais il est business. Parce qu'on est dans une activité commerciale, je vous l'ai dit, le choix de la plateforme e-commerce doit définir la plateforme qui va soutenir mon activité commerciale au sens large, et donc il faut se poser évidemment la question de l'objectif de cette plateforme. Parce que Amaury et Robin l'ont dit un peu plus tôt, mais vous l'entendrez aussi dans des conférences un peu plus tard, l'objectif d'une plateforme e-commerce aujourd'hui n'est plus forcément de vendre en ligne. Ça peut paraître surprenant, mais on a des plateformes aujourd'hui qui sont à destination de franchise et dont le seul but, c'est d'exposer un catalogue pour harmoniser une politique tarifaire chez tous mes franchisés. C'est parfois de travailler sur l'acquisition de leads en exposant un catalogue, des services communiqués d'un point de vue marketing, mais
de leads qui vont être adressés commercialement par ailleurs par une force qui est bien plus compétente. C'est tout un tas de problématiques qui me permettent de dire que parfois l'enjeu est ailleurs et qui me permettent, en tout cas en l'exprimant, d'aller chercher, de mesurer le ROI de ma plateforme. Il faut aussi se poser la question de quelle est la place de cette plateforme. Parce qu'aujourd'hui, vendre en ligne, vous savez ce que vous vendez, vous connaissez vos services, vous connaissez votre organisation, on le verra plus tard. Mais aujourd'hui, quelle est la place de cette plateforme dans ma stratégie commerciale? Est-ce que je vends tout à tout le monde? Est-ce que je vends les consommables d'appareils qui sont vendus par ailleurs? Est-ce que je vends les services d'une activité commerciale physique qui sont là aussi vendus par ailleurs sur un autre canal? Là aussi, se poser la question de à quoi va servir cet investissement et à quoi va servir cette plateforme à l'échelle de mon organisation. Et puis, qu'est-ce que je vends? Parce que vous connaissez votre catalogue, puisque vous avez un super PIM depuis tout à l'heure à 10 heures, vous savez administrer vos contenus, vous avez un super catalogue, vous avez vos références, vos stocks, vos prix, vous savez comment les vendre, à qui les vendre. Mais qu'est-ce que je vends sur ce canal? Est-ce que j'ai décidé de tout vendre? Je le disais tout à l'heure, est-ce que je vends les consommables d'appareils qui sont vendus par ailleurs? Est-ce que je vais chercher à vendre des produits additionnels? Est-ce que je suis dans une logique d'adresser des produits complémentaires à des clients que je connais, ou est-ce que je suis dans une logique d'acquisition pour aller vendre un produit d'appel à des clients que je vais développer par ailleurs? Et ça, sans se poser cette question, là aussi, les réponses sont différentes. Et puis, normalement, quand on a fait tout ça, on va chercher l'essence même de vos fonctionnalités critiques, c'est-à-dire d'arriver à définir les fameux 80-20, tout le monde connaît cette règle, de quels sont les 20% de fonctionnalités qui vont adresser 80% de mon business. Et souvent, ça se résume à pas grand-chose. Qu'est-ce que je vends et qu'est-ce que mon équipe a besoin pour pouvoir travailler de la meilleure façon et assurer le succès de mon activité commerciale. Et donc ça, d'aller chercher les drivers de business, et ça, c'est pas mon métier, c'est le vôtre et c'est notre collaboration qui fait qu'on y arrive ensemble. Et donc ce que j'aime à dire à ce stade, c'est qu'on ne s'est pas posé la question de la plateforme e-commerce. On ne s'est pas posé la question de la plateforme, pardon, de l'outil que j'allais utiliser. Et l'image que je prends souvent, c'est j'ai pas demandé à mon client s'il avait besoin d'un tournevis ou d'un marteau. J'ai demandé quelle était la qualité de son mur et ce qu'il avait à accrocher au mur. Et on n'a toujours pas parlé de plateforme. Et donc une fois qu'on s'est questionné et qu'on a apporté les réponses sur les aspects business et les aspects business, on part sur l'aspect stratégique, parce que si vous posez la question d'une plateforme et du nom de la plateforme à exploiter, c'est qu'a priori, soit vous vous lancez dans une activité, soit vous vous lancez dans un nouveau canal, soit vous êtes arrivé à un certain plafond de verre avec votre écosystème actuel. Et si votre plateforme montre ses limites, il faut s'assurer que celle que je choisis au jour 1 de son go live, elle ne va pas présenter les mêmes limites et elle va surtout supporter ma croissance, supporter mon évolution, supporter ma stratégie commerciale et m'assurer que les investissements que je fais aujourd'hui, je vais pouvoir les pérenniser. Et donc là, on se pose des questions, là aussi toutes bêtes, mais qu'il faut se poser. La croissance. Quelle est et quels sont les drivers de croissance chez vous? Est-ce qu'on est sur une nouvelle volumétrie de clients? Est-ce qu'on est sur une nouvelle volumétrie de produits, de fournisseurs, des nouvelles gammes de produits pour compléter mon catalogue historique? Est-ce qu'on est sur de l'extension territoriale, c'est-à-dire que je vais vendre à l'étranger ou sur des nouveaux territoires que je n'adressais pas jusqu'alors? Est-ce que je vais m'enrichir de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons de commercer pour assurer soit le développement d'un panier moyen, soit au contraire aller chercher des nouvelles typologies de clients que je sais adresser mais que je n'adresse pas encore? C'est toutes ces questions, là encore, qui peuvent paraître pour des évidences, mais qu'il faut arriver à se poser à cette étape pour s'assurer que la plateforme qu'on est en train de définir ensemble dans tout ce process, elle va assurer l'essentiel, elle va me permettre de continuer ce qui fonctionne et qu'il faut absolument faire fonctionner à l'avenir. Il faut supprimer tous les freins que je connais, parce que je n'ai pas envie de reproduire tout ça et ma dette technique. Et il faut s'assurer qu'elle me donne la possibilité d'aller activer des leviers et surtout d'avoir une certaine souplesse dans la croissance que j'ai définie. Évidemment, on est en train de poser un plan stratégique, on pose un cap, il faut s'assurer que ma plateforme va me permettre de pivoter. Je n'ai pas parlé d'internationalisation, c'est souvent un levier. On imagine que voilà, je suis franco-français, j'ai un catalogue qui vend et qui vend bien. Je vais activer les pays francophones en Europe, je vais activer avec une simple traduction l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne et tout va fonctionner. Et maintenant, pas forcément. Donc savoir quels moyens je suis capable de mettre en place pour aller développer ma notoriété et être capable d'aller vendre au-delà de mes frontières. De se poser aussi la question de la capacité de la plateforme que je définis pour aller
traduire mes contenus, gérer des nouvelles devises, gérer des nouvelles taxes, comment ça se passe d'un point de vue logistique et quel est son impact, pour s'assurer que l'expérience utilisateur et l'expérience client que je sais développer avec mon activité historique, je sais la maintenir et je sais assurer la même promesse, même si je passe au-delà des frontières. Le troisième point, et ça aussi ça me fait plaisir parce que ça fait écho à quasiment toutes les interventions précédentes que j'ai pu entendre, c'est le côté opérationnel parce que c'est l'humain en fait. On est en train de construire un projet informatique, on est en train d'associer des briques ensemble, mais il faut se poser la question de qui travaille aujourd'hui au quotidien au service de cette activité et comment je suis organisé. Parce que l'erreur la plus fréquente, c'est de se dire je vais prendre une plateforme et puis je m'organiserai autour. Meilleure façon de faire le Big Bang et surtout de s'assurer un niveau de risque supplémentaire qui n'est peut-être pas nécessaire de prendre aujourd'hui. Donc en réalité, on va travailler avec les équipes, on va impliquer les utilisateurs. Ça, c'est le premier point, mais c'est souvent la première erreur. C'est de se dire que qui mieux que vos équipes, qui mieux que l'organisation que vous avez déjà en place, est capable d'exprimer ce qui fonctionne, les limites, et tout ce qui va être nécessaire de prendre en compte pour la construction de la meilleure plateforme à la fin. Donc on implique les utilisateurs, et au-delà de leur demander leur avis, on va co-construire cette plateforme avec eux, parce que les impliquer, c'est le début de la conduite du changement. On aura toujours plus de réticence de la part d'une équipe à qui on va imposer et à qui on va mettre dans les mains une plateforme qu'on aura pensée par ailleurs, qu'avec une équipe avec qui on a construit et on aura fait les compromis pour arriver à la plateforme dont on parle à la fin. Et c'est uniquement maintenant qu'on commence à parler technique. Parce qu'aujourd'hui, je me suis posé la question de quoi, de où je vais, de avec qui, et là on va commencer à se poser la question du comment. Donc je ne vais pas les prendre dans l'ordre de la slide parce que je n'ai pas corrigé évidemment, mais la première étape, puisqu'on arrive à ce moment-là avec les fonctionnalités, c'est-à-dire la liste des fonctionnalités essentielles avec une certaine priorisation, on va se poser la question des plateformes qui, nativement, aujourd'hui sur le marché, sont capables d'adresser ces fonctionnalités pour éviter d'empiler du spécifique et au jour 1 de ma plateforme, d'arriver avec une dette technique et une charge technique qui aura été développée spécifiquement pour mon besoin. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, on va se poser la question de l'ouverture de cette plateforme pour être capable de l'intégrer à mon écosystème, parce que là aussi, je vous ai parlé de tout un tas de métiers, de merchandising, de logistique, de comptable, de financier, tous les métiers qui sont connexes aujourd'hui à votre activité e-commerce, et tout ce qui va nécessiter d'interfacer et de lier la plateforme à des briques existantes, parce que là non plus, comme je vous l'ai dit pour l'organisation, il n'est pas question de mettre en place une nouvelle plateforme et de mettre en branle tout un écosystème qui fonctionne à tous les niveaux de l'entreprise. Donc on va se poser la question de la capacité de cette plateforme à se connecter, peut-être même nativement, Quabol le disait tout à l'heure, à certaines solutions du marché. Est-ce que cette plateforme, sans développement spécifique et avec la simple installation d'un module, elle est capable de se synchroniser à mon ERP existant, à mon PIM qui est déjà en place depuis plusieurs années, à ma solution de marketing, à ma solution de DAM, et tout ce qui va être lié à ma plateforme. Je vous le disais tout à l'heure par rapport à la stratégie, on va aussi se poser la question de sa capacité à scaler, c'est-à-dire la scalabilité de la plateforme, cette capacité à gérer un volume croissant de données, lead, client, commande, produit, peu importe. Et ça, pour faire écho à toute la trajectoire commerciale et à tout ce que j'aurais défini à l'étape de l'analyse de la stratégie de l'entreprise et non plus de la plateforme. Et puis on va avoir un sujet autour du hosting, de l'hébergement de cette plateforme et de la maintenance qui va être liée. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir fait le travail de passer par toutes les étapes que je vous ai citées jusqu'à présent, mais en réalité, on arrive à cette étape et certains clients me disent « je ne vais surtout pas héberger chez Amazon, je ne vais surtout pas héberger chez Google, je veux mes données en France, je veux que ce soit dans mon data center entre Strasbourg et Rungis ». C'est toutes ces fonctionnalités et toutes ces contraintes aujourd'hui qui sont liées à mon entreprise et qui vont orienter naturellement ma plateforme pour pouvoir s'appuyer sur un écosystème technique au sens large qui va correspondre à mes attentes. J'avais dit 4, mais c'est 6, puisque je ne vous ai toujours pas parlé de financier. Évidemment que personne aujourd'hui, puisqu'on est dans une logique de rationalisation des investissements, ça je l'ai dit dès le départ, on est dans une logique où on va chercher à faire rentrer mes outils dans une plateforme unique pour soutenir tous mes canaux de vente et surtout arriver, au-delà de faire mieux collaborer les gens ensemble, à limiter le coût et l'impact des investissements sur mon activité.
dans un contexte où je pense que si vous êtes marchand, vous partagez ce constat. Les budgets médias augmentent, les coûts de fabrication augmentent, les coûts de transport augmentent, et on fait des efforts aujourd'hui financiers pour maintenir un chiffre d'affaires alors que les points de marge sont attaqués. Donc on va se poser la question du financier évidemment parce que personne ne me fait un chèque en blanc aujourd'hui, et on va se poser la question de la licence et du coût des services. Ça c'est naturel pour tout le monde. Combien va me facturer Adobe, Shopify, Salesforce pour demain adresser ma plateforme? Combien, ça c'est un réflexe aussi assez naturel, combien en termes d'hébergement, si cette offre n'est pas inclue dans mon offre avec mon éditeur, combien va me coûter l'hébergement de cette plateforme? Et parfois on s'arrête là. Et ça aussi c'est une erreur à ne pas commettre parce qu'il ne faut pas oublier que cette plateforme elle va nécessiter un cadrage, elle va nécessiter des ateliers, elle va nécessiter du temps de mise en œuvre, soit en interne, soit par un prestataire. Donc il faut intégrer ce coût du prestataire, il faut aussi intégrer les coûts de vos ressources internes qui vont fabriquer, qui vont façonner, qui vont penser cette plateforme. Et puis cette plateforme, quand vous allez la sortir, elle va vivre. Vous allez avoir besoin de temps d'administration, des temps de maintien en conditions opérationnelles, des évolutions. Parce qu'on l'a vu, vous avez défini la stratégie et vous allez passer par des étapes qui font que des nouvelles fonctionnalités vont arriver. Des nouvelles contraintes légales vont arriver. On a connu pour certains l'arrivée de la DSP2. Voilà, l'impact de la DSP2 sur une plateforme e-commerce. Elle a eu des coûts, elle a eu des besoins, elle a engendré des temps de développement pour s'adapter à des contraintes légales par rapport à l'activité e-commerce en Europe en l'occurrence. Et puis il ne faut pas perdre de vue le temps de vos ressources internes qui vont travailler sur cette plateforme. Parce que entre une plateforme qui va vous coûter cher en coût de licence, mais qui va nécessiter un jour de travail par semaine, et la solution gratuite, hébergée sur un PC au sein de l'équipe IT, mais qui va nécessiter 3 personnes à temps plein sur cette plateforme pour pouvoir la faire vivre, l'administrer et la stabiliser, bah évidemment que le coût est peut-être pas pareil, alors qu'on avait l'intuition que choisir l'option gratuite, c'était une bonne chose au départ. Donc l'erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas raisonner prix de l'offre commerciale, mais surtout de raisonner autour du TCO de cette plateforme à l'échelle de mon entreprise et sur le long terme. Le dernier point, il est contractuel. Et ça aussi, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, fort à parier que pour tout ou partie de l'histoire de votre e-platforming, vous allez faire appel à des prestataires qui ont aujourd'hui leurs compétences, qui ont leurs exigences, qui ont leurs contraintes, qui vous proposent leurs conditions générales de vente. Et là-dessus, c'est aussi un point critique des projets, c'est-à-dire choisir le ou les bons partenaires au-delà de la plateforme et du logo qu'on va mettre sur la plateforme e-commerce. C'est une question de compétence. Aujourd'hui, je ne connais pas une solution du marché qui ne certifie pas les développeurs et les agences partenaires. Je ne connais pas un éditeur qui n'a pas sa bibliothèque et son répertoire de partenaires certifiés. C'est un point dont il faut s'assurer. C'est parfois plus cher, c'est parfois plus long, c'est parfois un peu plus contraignant de travailler avec ses partenaires. Mais aujourd'hui, on arrive à travailler avec des gens qui n'ont pas les compétences et qui font que, à la première ligne de code sur votre plateforme, tous les bons choix que vous avez fait auparavant, vous serez posé la question du business, de la stratégie, vous aurez bien impliqué vos utilisateurs, vous aurez bien défini le budget, vous aurez défini le ROI de votre plateforme et vous serez serein sur tout ça. Mais par contre, vous travaillerez avec quelqu'un qui ne fera pas du bon travail sur votre plateforme, et ça, il faut s'en assurer, parce que c'est la première origine d'échec d'un projet, que ce soit en décalage, voire d'un projet qui ne sort pas. C'est aussi la capacité de ce prestataire, même s'il est compétent, à adresser la bonne méthodologie. Est-ce que, contractuellement, vous travaillez aujourd'hui plutôt sur des engagements forfaitaires avec vos prestataires et que vous êtes clairement dans cette logique-là, ou est-ce que vous êtes prêt à travailler un peu plus à 4 mains dans une logique agile, c'est-à-dire qu'on va travailler sans vraiment savoir précisément où on sait combien, on sait quand, mais ce qu'on va mettre dans le projet, on va le bâtir ensemble, et puis on va se laisser la possibilité de pivoter en phase de conception. Ça demande un peu plus de confiance, mais ça aboutit à des travaux beaucoup plus qualitatifs dans la mesure où, au-delà de tout spécifier et de réaliser ensuite, on va co-construire la plateforme là aussi et arriver à travailler sur le produit le plus adapté à vos besoins, en considérant que vos besoins vont évoluer, y compris en cours de conception et de réalisation du projet.
Les engagements, bon ça c'est si vous avez un service achat ou une personne qui est dédiée à ça, a priori elle ira se poser les bonnes questions sur les engagements, sur le taux de disponibilité, sur la capacité à réagir, sur le projet bloquant, pardon, sur le bug bloquant, sur tout ce qui peut pénaliser votre activité, sur la capacité à adresser, on est en e-commerce, le e-commerce ne dort jamais, peut-être à adresser quand vous serez vendeur aux US, d'avoir la capacité à répondre, y compris quand c'est la nuit en France. Et surtout, ce qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, si vous faites le choix de travailler avec un partenaire, vous devez vous assurer d'être propriétaire de vos sources, parce qu'on ne se marie pas avec un partenaire, on ne se marie pas avec son prestataire e-commerce. D'ailleurs, même quand on se marie dans la vie, on peut divorcer. Il faut s'assurer de la capacité de l'écosystème de partenaires sur la solution, d'être en capacité de reprendre une plateforme qui n'a pas été développée par lui à l'origine et qui vous permet plus de souplesse le jour, et ça arrivera, là aussi je l'ai entendu sur les conférences précédentes, on peut se fâcher avec un partenaire jusqu'à rompre le contrat et potentiellement aller en chercher un autre. Donc pour toutes ces raisons, pour moi la plateforme idéale quand il s'agit de e-commerce, elle n'existe pas, et qu'a priori ça reste une bonne nouvelle, puisque le marché a mûri, vos clients aussi. On est sur un marché qui, malgré le contexte, est toujours en forte croissance. On est à plus 11% encore l'an dernier sur le chiffre d'affaires e-commerce en France, dans un contexte où on dépense quand même de moins en moins au global. Donc le marché a mûri, vos clients aussi, ils vous attendent sur ce canal. Donc là aussi, bien penser à investir votre énergie et une partie de votre argent sur ce canal pour le succès de votre activité commerciale. Il est sorti de la naïveté du tout en un. Là aussi, c'est une bonne chose. On arrête de penser que le couteau suisse peut servir à tout. C'est vrai, mais a priori un peu mal. Et que c'est pour ça qu'on a fait un couteau, une fourchette et un tire-bouchon. C'est exactement la logique du commerce composable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, vous ne subissez plus le diktat des éditeurs. Vous allez choisir les éditeurs avec lesquels vous voulez travailler. Vous allez prioriser vos besoins pour adresser de la meilleure façon vos consommateurs. Vous orchestrez cette plateforme, vous n'êtes plus esclave de l'outil, ça je pense que je l'ai dit dans les phrases précédentes. Et donc, même si de prime abord, ça demande de l'énergie, ça demande d'aller chercher des informations beaucoup plus tôt et de manière beaucoup plus structurante à l'échelle de l'entreprise, c'est plus long, c'est plus cher au départ, mais à la fin, il faut le voir vraiment comme un investissement qui va vous permettre d'aller chercher le meilleur chiffre d'affaires et la meilleure performance à l'échelle de votre entreprise. Cette logique-là, et ce n'est pas écrit dans les slides, c'est aussi la capacité, en atomisant cette plateforme, d'aller évoluer sur un fragment de l'histoire. Le jour où mon service de merchandising n'est plus compétent, le jour où mon service de merchandising n'assure plus tous les engagements que j'avais définis avec lui, je peux décommissionner cette brique de merchandising pour aller en chercher un autre et cranter uniquement sur cet aspect du projet, sans mettre en branle l'intégralité de la plateforme, ce qui était clairement le cas quand on parlait de monolithe. On l'a vu tout à l'heure quand PrestaShop, enfin avec le client qui a migré de PrestaShop à Shopify, il a vraiment mis en branle toute sa stratégie. Là aujourd'hui, j'ai la capacité d'aller intervertir des briques et des fragments de l'histoire pour le bien de mes investissements, de la stabilité de mes équipes, de mes process, et surtout être en capacité de cranter malgré tout. Donc pour tout ça, j'espère vous avoir convaincu qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de choisir un logo, il ne s'agit pas de choisir une plateforme, mais bel et bien de construire l'écosystème qui vous correspond. Et pour ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Romain. Est-ce qu'on a des questions sur ce sujet? Allez-y, hein, profitez-en. Il est là. Merci. Bonjour, merci pour cette belle présentation très claire et j'adore voir ça parce que je partage totalement ces convictions, donc c'est super. Je voulais vous demander par rapport à l'accessibilité et aux obligations liées au e-commerce, est-ce que ça influence aujourd'hui aussi le choix des plateformes, notamment chez Signolia? Alors merci pour votre question. C'est typiquement ce que je disais tout à l'heure sur la DSP2. On est clairement dedans aujourd'hui. Ça implique beaucoup de choses par rapport à mes slides. Aujourd'hui, par rapport aux nouveaux critères d'accessibilité, fort est de constater, même si la majorité des éditeurs aujourd'hui sont
sont américains et que la loi européenne au sens large est pas systématiquement leur priorité, les plateformes dans leur version standard aujourd'hui, quand on parle de solutions e-commerce, apportent des garanties sur ces normes d'accessibilité. Et c'est là où je parlais de compétences tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, votre réflexe quand vous allez prendre une plateforme e-commerce, quel que soit son logo, hein, très honnêtement, vous allez vouloir la personnaliser au moins à votre image. Vous allez mettre votre logo, vos couleurs, vous allez mettre votre arborescence, vous allez intégrer vos produits. Et bien rien qu'en faisant ça, la navigation au clavier, la navigation avec les microdata qui permettent aujourd'hui de répondre aux normes d'accessibilité, votre prestataire peut tout déconstruire. C'est-à-dire que cette problématique précisément, elle n'a pas forcément d'impact sur le choix de la solution, mais sur le choix du partenaire dans la customisation que vous allez faire pour le mettre à votre image. Mais ça, clairement, on intervient aujourd'hui dans une logique, je vais dire, d'audit chez des clients, mais aussi chez des clients de concurrents pour faire ces audits-là et mesurer l'impact. Et force est de constater que ce n'est pas la plateforme le problème, c'est vraiment le travail qui a été fait en surcouche, notamment sur le front. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait poser une question ? Bonjour et merci pour cette présentation très structurée. En ce moment, on voit un fort attrait sur Shopify. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un couteau suisse ou un outil qui peut être fermé, qui ne répond pas justement au sens de votre présentation aujourd'hui? J'ai presque envie de dire que c'est une question piège. Mais j'ai vu votre sourire, donc je pense que vous partagez l'avis. Aujourd'hui, Shopify a beaucoup évolué. C'est-à-dire que vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, Shopify, et peut-être même un peu plus d'ailleurs, Shopify s'adressait, en tout cas dans son business model, à de nombreux clients avec des coûts de licence très limités. Et je l'aurais probablement conseillé à votre belle-sœur qui fait des tapis dans son garage. Voilà, très clairement, c'était l'image en tout cas qui était véhiculée par Shopify, avec un écosystème très fermé. On allait prendre la plateforme et puis on rentrait dedans, quoi, et on commençait à vendre en quelques heures. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le choix, il y a un peu moins de 2 ans, de l'acquisition de W3 Lead pour travailler sur ces projets-là, parce que Shopify, au même titre que Adobe ou EuroCommerce aujourd'hui, et même Salesforce, est devenu un acteur incontournable pour plein de raisons. Déjà parce que d'un point de vue technique et technologique, c'est un socle qui a évolué à une vitesse grand V. C'est plus de 5000 développeurs aujourd'hui sur la plateforme qui passent leur temps autant à coder des fonctionnalités qu'à nettoyer le socle historique pour assurer la pérennité de la solution. Donc on a vraiment un produit qui évolue à vitesse grand V et qui a su compenser les faiblesses que je citais tout à l'heure. On peut avoir l'image que c'est une solution SaaS. Donc pour caricaturer, que c'est à l'organisation de s'adapter à la solution et pas à la solution de s'adapter à l'organisation. Dans les faits, là aussi, l'écosystème Shopify, avec l'attraction qu'on connaît, fait qu'aujourd'hui, on a quand même de nombreux acteurs, de nombreux services. Shopify s'est ouvert aussi à la capacité à développer des applications connexes. Donc en fait, on a conservé cette logique SaaS, c'est-à-dire ce socle central qui, sur le papier, évolue automatiquement. Les montées de version, c'est plus un problème. Je dis sur le papier parce que ça n'a rien de magique non plus. Et cette capacité, avec le temps, de s'enrichir d'un écosystème qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même toute latitude à travailler sur des problématiques soit avancées, soit qui paraissent restrictives. Aujourd'hui, si je parle du groupe et que j'essaie de faire ma promo quelques secondes, on sort une plateforme qui s'appelle Beauté Privée, du groupe Showroom Privé. On adresse aujourd'hui des dizaines de millions sur une plateforme Shopify, sur une problématique de vente privée, avec des produits certes physiques mais virtuels, avec des ventes éphémères. Voilà. On a cette capacité aujourd'hui à travailler de manière très souple avec Shopify malgré tout. Ça répond à votre question? Okay. Bonjour. Certains gourous de l'e-commerce disent que maintenant il n'y a plus besoin de plateforme, de choisir une plateforme. On demande à l'IA de nous la créer. Il y a toute une série de belles questions que vous avez listées. Qu'est-ce que vous pensez si on fait confiance à l'IA en répondant à cette liste de questions et qu'on exécute ce qu'elle nous raconte?
Je suis convaincu que c'est l'avenir. On a vécu, et je me tire une balle dans le pied, on a vécu tout un tas d'étapes dans la chronologie que je vous ai présentée. On est en train de vivre à la mort de certains prestataires. C'est-à-dire que le fait de customiser une plateforme, c'est plus le projet. Vous n'arrivez pas avec des fonctionnalités qu'il faut développer à façon. L'application métier, elle existe encore, mais sur des problématiques très spécifiques. Aujourd'hui, pourquoi aller développer du spécifique quand je fais confiance à Adobe Commerce, Salesforce ou Shopify? A priori, ils sont des experts en la matière. Je dépense de l'argent pour une licence qui m'ouvre l'accès à des fonctionnalités. Pourquoi révolutionner ces fonctionnalités et ne pas chercher à rentrer dedans et vouloir absolument la développer? Donc ça, c'est la première étape et j'ai conscience que ça ne répond pas à votre question. La deuxième étape, c'est la mort pour moi des éditeurs tels qu'ils existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi chercher à développer la fonctionnalité qui répond à tout le monde quand l'intelligence artificielle, sur des questions, mais promptes, des besoins, va être en capacité de générer la plateforme unique à vos demandes parce que vous aurez bien orienté la demande et la question en relation avec les données structurées que vous avez, en relation avec votre organisation, en relation avec votre capacité d'investissement, en relation avec tout ce que l'IA va faire, c'est-à-dire la capacité à héberger des plateformes en quelques clics demain parce que vous lui aurez demandé clairement. Donc je pense, et vous allez peut-être me prendre pour un fou à l'issue de cette phrase, que l'IA va révolutionner cette partie-là du business et que pour faire simple, vous lui demanderez un back-office qui vend dans le domaine de la vente privée des rouges à lèvres avec le logo jaune et en relation avec tout l'écosystème que vous avez. Et quelques minutes plus tard, vous aurez votre plateforme. Ça ne veut pas dire que les éditeurs vont mourir et que les prestataires vont mourir. Ça veut dire qu'on est tous, je vais dire contraints, mais c'est une chance pour nous, de s'adapter pour évoluer, faire évoluer le métier et s'assurer que le e-commerce demain sera totalement différent. Et on répondra peut-être enfin à des problématiques que j'entends depuis 15 ans, d'omnicanalité, de problèmes de data, de problèmes de qualité, et qu'on n'a jamais vraiment réussi à résoudre, puisqu'on entend encore parler et qu'il y a toujours des sujets autour de ça. Après, si je peux me permettre, par contre, aujourd'hui, on est d'accord que ça ne fonctionne pas encore. J'étais un peu loin, c'est pour ça que j'ai dit vous allez peut-être me prendre pour un fou. mais clairement, en tout cas, sans que ça existe aujourd'hui, on a vu, je ne veux rien caricaturer, mais on a vu un peu plus tôt ce matin le travail qui est nécessaire pour aboutir à une image de qualité. Je ne sais pas si vous avez pu assister à la conférence, mais en tout cas, pour aboutir à une image de qualité, je caricature la conférence, mais on passe d'un travail créa qui est manuel au passage dans un premier outil pour corriger une partie de l'histoire dans un autre outil, et puis on complète, et de ça on va en faire des vidéos, et voilà. Donc on gagne du temps, on gagne de l'argent, on gagne en pertinence, mais ça demande un savoir-faire et un travail. Et pour répondre à ce que tu disais Marion, c'est vrai, tout ça c'est très prospectif, c'est une belle promesse, mais c'est une promesse dans laquelle il faut s'insérer aujourd'hui, il faut savoir pivoter, savoir évoluer. Mais aujourd'hui, ne demandez pas en rentrant dans le ChatGPT de vous créer la plateforme e-commerce, vous serez impressionné de la première réponse et déçu dans une semaine. Il n'y a personne après, on peut prendre encore une question s'il y a. Non ? Du coup, on va vous laisser méditer sur tout ça et on va aller déjeuner. Bon appétit, on se retrouve à 14h pour parler d'IA. Merci à tous.